Et si la nature siégeait à votre comité de direction? Et si la nature dirigeait votre entreprise? Et si la nature devenait même actionnaire de votre société? Toutes ces idées étaient jugées farfelues jusqu'à ce qu'il y a peu, mais désormais, c'est une réalité et c'est même une possibilité qui s'offre à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Franz, je suis dirigeant de société et administrateur d'entreprise. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris au pied de la lettre le sujet qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui, qui est de donner voix à la nature. En effet, je suis un administrateur d'un genre un peu particulier. Je suis un administrateur qui représente la nature dans les conseils d'administration. Alors, d'où vient cette idée de représenter la nature, de donner voix à la nature dans les conseils d'administration? Eh bien, c'est justement parce que la nature a été réduite au silence. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un jeu de mots, c'est un constat anthropologique, un constat historique. Dans notre civilisation, dans nos institutions, seuls les humains ont voix au chapitre. Je répète, seuls les humains ont voix au chapitre. La nature, quant à elle, a été privée de valeurs, de droits, privée de respect, privée de dignité. La nature a été réduite à une marchandise, à une ressource, réduite à un carburant alimentant notre soif de progrès. Et disons franchement les choses, la nature a été réduite à un état d'esclavage. Et quand on écoute les philosophes ou les anthropologues, c'est là précisément la cause profonde, la cause philosophique, la cause anthropologique, désolé, de la crise que l'on connaît tous. Il est donc nécessaire de changer de trajectoire. Ce changement de trajectoire peut prendre différentes formes. On peut incarner ce changement par la science, en donnant voix à la nature par des indicateurs scientifiques, comme les 9 limites planétaires. On peut emprunter une traduction économique, en donnant une traduction, je répète, comptable à la nature. C'est ce que voulait faire la CSRD, c'est ce que propose de faire la méthode CARE. Nous pouvons également suivre une voie juridique et donner des droits à la nature, comme on fait en Nouvelle-Zélande ou en Bolivie. On peut même écouter Bruno Latour et donner une voix en politique à la nature. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle voix on donne à la nature en entreprise. Or, en entreprise, il y a beaucoup de reporting, beaucoup de RSE, beaucoup de missions, beaucoup de raisons d'être, beaucoup de concepts en Yves, très à la mode, mais l'entreprise n'est pas au rendez-vous historique de ce changement de trajectoire. L'entreprise n'a pas pris le train de la voie de la nature. Et pour vous en donner un exemple assez simple, malgré 20 ans de RSE et de concepts en Yves, l'entreprise France, c'est-à-dire toutes les entreprises françaises, dépassent de 3 fois les limites planétaires, vous le savez. Et ça, j'en fais quoi? J'ai 2 micros. C'est que c'est important ce que je dis, c'est bien. L'entreprise France dépasse de 3 fois les limites planétaires. Elle n'a pas suivi le train de la voie de la nature. Et la raison est assez simple, c'est que les règles du jeu sont biaisées en entreprise. Je rappelle que depuis 1804, l'entreprise est définie dans le Code civil français comme une société constituée dans l'intérêt des associés, des actionnaires. Point. Malgré la loi Pacte, cette phrase n'a pas changé. Les règles du jeu sont biaisées. Seule la voix des actionnaires compte. Les ouvriers au XIXe siècle ont bien dû batailler, parfois jusqu'au sang, pour obtenir eux aussi une voix à la gouvernance d'entreprise. Mais pas étonnant qu'au regard de ces règles du jeu, la nature n'ait pas de voix en entreprise. J'ai donc décidé de remédier à ce problème il y a 5 ans en entamant une longue recherche qui a été publiée dans ce bouquin qui s'appelle La nature au travail et qui consiste à donner voix à la nature
dans la gouvernance d'entreprise au travers de 3 scénarios que je vais exposer très brièvement. Le premier scénario consiste à utiliser le canal syndical pour donner voix à la nature. Alors pourquoi les syndicats ? Eh bien, c'est assez simple, parce que les syndicats est une voix, le syndicalisme est une voix légitime à la table de la gouvernance des entreprises. C'est une voie qui est reconnue, qui est établie par la loi, et ça tombe bien, depuis 2021. Qu'est-ce qui se passe depuis 2021 ? Les syndicats ont des prérogatives environnementales, c'est-à-dire que les syndicats ont voix au chapitre sur les questions écologiques et qu'ils peuvent constituer une commission pour discuter et négocier avec le patron sur les questions écologiques. Alors, est-ce que les syndicats véritablement représentent la nature ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils représentent les inquiétudes des salariés en matière d'écologie. Ils ne représentent pas la nature qui travaille. Ils ne représentent pas le vent qui fait tourner les éoliennes. Ils ne représentent pas les vaches qui produisent du lait. Ils ne représentent pas non plus les abeilles qui pollinisent nos champs. Et on peut d'ailleurs supposer qu'il y aura à terme un conflit d'intérêts, puisque entre les intérêts du travailleur qui transforme la nature et les intérêts de la nature qui ne souhaitent pas être transformés, on imagine bien que les syndicats ne pourront pas représenter tout le monde. Ça m'a donc amené à un deuxième scénario qui consiste à penser la nature comme une partie prenante. Alors vous connaissez par cœur la définition de ce qu'est une partie prenante. Une partie prenante, c'est une entité, un groupe qui peut affecter l'entreprise ou être affecté par l'entreprise. Et c'est bien entendu de la partie prenante nature dont je vous parle aujourd'hui. Alors comment on l'intègre dans sa gouvernance d'entreprise ? Eh bien, on s'inspire tout simplement de ce que font déjà des dizaines d'entreprises. Les premières sur la planète à avoir fait des progrès ne sont pas américaines ni françaises, elles sont belges, parce que les Belges sont toujours un peu plus pragmatiques et progressistes que nous. Depuis 2021, nous avons à présent une quinzaine d'entreprises belges qui ont constitué des comités donnant voix aux parties prenantes silencieuses, dont la nature, dont les générations futures. Des comités qui travaillent main dans la main avec les comités de direction. L'année suivante, une entreprise britannique du nom de Faith in Nature est allée un peu plus loin, en donnant cette fois-ci une voix à la nature au conseil d'administration, c'est-à-dire en nommant un administrateur représentant la nature. Et puis, la même année, plus significative, je trouve, ça va plus vous parler, puisqu'on est en France aujourd'hui, une entreprise du CAC 40 du nom de Veolia, et oui, Veolia, a lui aussi nommé un administrateur nature, une écologue qui s'appelle Julia Marton-Lefebvre, et a créé par ailleurs un comité représentant les générations futures au sein du comité exécutif. Donc tout ça, c'est très bien, sauf que tout ça, c'est fragile. C'est fragile parce que un administrateur, on peut le virer, un comité de génération future, on peut le fermer. Et donc, j'ai voulu aller un peu plus loin en imaginant un scénario encore plus ambitieux qui consiste à dire que la nature est actionnaire. Alors, un actionnaire, eh oui, ça ne se vire pas. On ne peut pas virer un actionnaire. Et en matière de pouvoir, on ne fait pas mieux que le pouvoir d'un actionnaire. C'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur l'entreprise. Et c'est lui qui a ce qu'on appelle en sociologie un pouvoir souverain, un pouvoir ultime en entreprise. Ça tombe bien. Au moment où j'imaginais ce scénario, une très grande entreprise américaine du nom de Patagonia, je crois que quelqu'un l'a dit, Patagonia disait en grande pompe, septembre 2022, « La nature est notre seul actionnaire ». Effectivement, Yvon Chouinard, le fondateur de cette entreprise, a cédé 98%, donc on parle de milliards de dollars, 98% de son capital à une fondation d'intérêt général représentant, défendant les intérêts de la nature. C'est très bien, sauf qu'en fait, toutes ces actions, toute cette part de capital sont en fait des actions qu'on appelle en anglais non-voting stocks, c'est-à-dire des actions sans droit de vote. Donc c'est sympa pour la nature, qui touche énormément des centaines de millions de dollars de dividendes, mais la nature n'a pas son mot à dire, toujours pas.
Et ça, c'était le gros problème de Patagonia. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer un cas exemplaire. Et ce cas exemplaire, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le cas Norcis. J'ai travaillé main dans la main avec cette entreprise française de 800 salariés où la nature, eh bien, la nature est représentée de toutes les façons que je viens d'exposer. La nature est représentée chez Norcis dans le dialogue social. La nature est représentée ensuite comme une partie prenante dans différents comités exécutifs de l'entreprise. Et enfin, la nature est devenue actionnaire à hauteur de 10% et à ce titre nomme et mandate un administrateur au sein du conseil d'administration. Vous devinez sans doute que c'est donc moi qui suis en charge de représenter la nature au conseil d'administration. Le problème, c'est qu'avec 10% des droits de vote, ma voix restait minoritaire. Et donc, ce qu'on a fait chez Norcis, c'est qu'on a donné aux représentants de la nature aussi un droit de veto. Pour ceux qui sont familiers avec la tradition anglo-saxonne en droit des sociétés, ce qu'on appelle une golden share, c'est-à-dire une action avec des droits de vote spéciaux, un droit de veto sur certains sujets stratégiques. Donc voilà, évidemment, cette responsabilité d'avoir un droit de veto et au fond un droit de vie ou de mort sur l'entreprise, c'est un pouvoir qui est assez conséquent, ce qui peut faire peur. Et donc ce qu'on a fait, dernier point chez Norcis, c'est qu'on a créé un haut conseil pour la nature, c'est-à-dire une assemblée réunissant une dizaine d'experts internes et externes à l'entreprise. Tous ces experts siègent dans différents comités, au dialogue social, au comité X, Y, Z de l'entreprise. Et c'est tous ensemble qu'on délibère et qu'on prend des positions communes qu'ensuite je vais porter au conseil d'administration. Alors en conclusion, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'il existe donc différents scénarios pour redonner voix à la nature en entreprise et remédier à cet oubli qu'a l'entreprise contemporaine, cet oubli qu'une nouvelle trajectoire anthropologique est en marche pour résorber la crise écologique. Parmi ces scénarios, certains vous plairont peut-être plus que d'autres. Vous pouvez les creuser en lisant ce livre. Je crois qu'il y a des exemplaires qui sont disponibles à l'entrée. Vous pouvez aussi les creuser en rejoignant une formation que je lance en janvier prochain qui s'appelle Administrateur Nature, sans grande surprise, ce qui permet de développer cette représentation de la nature dans les entreprises françaises. Quelles que soient vos préférences, le mot de conclusion que je voudrais partager avec vous, c'est que réconcilier économie et écologie est une tâche d'une incommensurable complexité. Incommensurable complexité qui ne peut pas trouver de solution magique dans une innovation technologique ou dans une méthode comptable. C'est extrêmement complexe parce que les intérêts en présence, les enjeux en présence sont très nombreux. Les intérêts des actionnaires, les intérêts de la nature, les intérêts des salariés, les intérêts d'autres parties prenantes, les fournisseurs, les consommateurs, et j'en passe. Toutes ces parties prenantes ont des intérêts. Et pour traiter la diversité de ces enjeux, qu'est-ce qu'on fait dans les sociétés non commerciales ? On crée des assemblées et on délibère et on essaye de trouver un terrain d'entente. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire en entreprise. Il faut sortir d'une gouvernance univoque et verticale pour rentrer dans une gouvernance délibérative. Et c'est pour moi la seule façon aujourd'hui de résorber la crise écologique d'un point de vue entreprise. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir me parler plus tard.